Donc moi, je vais vous parler de... C'est bon. Je vais vous parler de GA4 à grande échelle. Je me présente quand même. Donc moi, je suis Sébastien Monnier. Je suis fondateur d'une agence, petite agence à Paris qui s'appelle Webtimo, qui existe depuis 10 ans. On était plutôt côté SEO quand on s'est lancé. Assez rapidement, on s'est quand même tourné vers l'analytics et de plus en plus, on est vers la data parce que c'est l'évolution. Alors on reste toujours un peu dans le SEO, on fait de la data pour le SEO. On sponsorise d'ailleurs, vous pouvez voir notre stand au rez-de-chaussée. Et là, je vais vous présenter un retour de cas donc d'un déploiement de GA4 à grande échelle avec le groupe Bayard, avec lequel on travaille depuis 6 ans déjà avec eux. Petite question dans la salle, qui a déjà, ne serait-ce que ouvert l'interface de GA4? Ah, quand même, ok. Et qui aime bien GA4? Ah, c'est ça. Il y a beaucoup moins de gens en fait. Tout d'un coup. Alors, moi j'aime bien quand même, en partie. On va le voir. Alors, le groupe Bayard, je ne sais pas si vous connaissez, enfin, vous connaissez au moins, je pense, une de ces marques. En fait, ils ont pas mal de sites, hein, aussi bien de la jeunesse que du religieux, que du marché pour seniors, etc. Donc, c'est à beaucoup de sites avec des enjeux différents. On en parlera un petit peu et donc très intéressant au niveau du marquage, forcément. Alors, pourquoi GA4 et c'est quoi GA4 et comment? Donc GA4, alors si vous vous rappelez, ici même, il y a un an pile, j'avais fait une conférence déjà sur App plus Web, qui était le nom à l'époque de GA4. Alors, je savais déjà que ça allait être renommé, mais je n'avais pas encore le droit de le dire. Et donc ça a été lancé officiellement quelques temps après, donc en octobre 2020. Donc c'est sorti de bêta, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'outil n'est pas en bêta, c'est un peu inquiétant. Mais bon, en tout cas, on n'a pas de date officielle de la fin de ce qu'on appelle désormais GA3, donc Universal Analytics, et ça va venir. Ça va venir. Moi, je pense qu'on va avoir une fin complète où on ne pourra plus accéder à l'interface pour l'anniversaire des 20 ans de GA3, qui sera en octobre 2025. Ça, c'est ma petite intuition. Donc, ça va venir très, très vite, sachant qu'en Analytics, on aime bien avoir au moins 1 an, 2 ans d'historique pour pouvoir comparer. Donc, allez-y rapidement. Et donc, globalement, c'est le futur de l'analytics. En tout cas, selon Google. Voilà. Google va pas revenir en arrière et dire finalement on s'est trompé. C'est clair que non. Donc, il va falloir s'habituer à la nouvelle interface que vous aimiez ou que vous n'aimiez pas. Je fais une petite parenthèse sur BigQuery parce que j'en parlais pas mal. C'est de plus en plus lié à GA4. Alors, l'outil est vieux, hein, il a plus de 10 ans, mais c'est un outil Google qui s'améliore beaucoup et qui est désormais accessible via GA4 aussi. Donc, c'est l'entrepôt de données. Et ça permet de faire des requêtes de données, donc de gigas et gigas de données en quelques secondes. C'est ultra, ultra sympa quand on fait de la data. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un export natif des données brutes vers GA4, enfin de GA4 vers BigQuery. Donc c'est extrêmement sympa. Je l'aborderai, mais évidemment, je ne vais pas faire une conf là-dessus. Ça demanderait une conf spécifique rien que pour ça. Alors, ce que je vous recommande actuellement, c'est vraiment de faire un double marquage. Donc, c'est pas comme si on avait l'ancien Analytics qui avait un nouveau qui allait le remplacer. On est plutôt, on dit, on a un ancien Analytics, on va mettre le nouveau et on va regarder les deux pendant quelques mois, voire quelques années. Il y a des chances que ce soit quelques années. Et à faire dès que possible pour avoir l'historique. C'est assez simple, on met juste une page vue. Déjà, on n'est pas obligé de faire tout le marquage, mais juste lancer une page vue, ça permet déjà d'avoir un minimum d'historique et de pouvoir commencer à faire des choix intéressants. GA4 est déjà mieux que GA3 sur pas mal de choses. Alors, pas sur tout, mais en particulier sur les ventes au noir. Les ventes au noir de conversion, c'est une horreur. Sur Universal Analytics, où il faut les définir en amont, c'est une catastrophe. On peut faire que des pages vues. Si on n'est pas en version premium, on ne peut pas faire d'entonnoir sympa, hein, clairement. Avec GA4, là, on a accès à toutes les fonctionnalités qui étaient avant réservées au premium pour les ventes noires et encore mieux. Donc, c'est vraiment un truc super. On a fait une vidéo là-dessus sur notre chaîne YouTube. Vous pourrez la voir si ça vous intéresse. Pour information, les conférences sont recommencées. Rendez-vous en salle 1 pour la conférence d'Ode Switch sur comment choisir son hébergement web avec Covanly et Patrick Vallébus. Dans la salle 2, Netlinking, quand Google se fâche, filtre, pénalité, achat de liens et core update. En salle 3, Sébastien Monnier, déployer GA4 à grande échelle, retour d'expérience. Et dans la salle 4, la salle atelier, Link Garden vous propose un atelier sur cas concret et Rex, retour d'expérience, pardon, stratégie de lien. Bonne conférence à tous. Bon, je vois qu'il y a personne qui s'enfuit en courant en disant c'était pas là que je devais aller, donc je suis rassuré.
Je suis rassuré. Ouf. Donc, si c'est les entonnoirs, aussi GA4, bien mieux pour la mesure de l'interaction et de l'engagement. On va en parler tout à l'heure. Mais c'est pas facile à prendre à main, comme on peut le voir sur le nombre de personnes qui ont l'air d'être un petit peu déstabilisées par l'outil. Déployer GA4 à grande échelle, c'est aussi faire de la conduite du changement. De la conduite du changement analytics pour le coup. Il va d'abord falloir changer les habitudes. Et ça, c'est pas si simple que ça. Pour des gens qui utilisent l'outil depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans comme moi, ça peut être un peu chaud. Donc, il va falloir apprendre de nouveaux concepts, comme les engagements, les événements, c'est pas exactement un nouveau concept, mais la manière dont c'est traité par GA4, c'est quand même un peu nouveau. Des nouvelles définitions. On a toujours des sessions des utilisateurs, mais ce sera des nouvelles définitions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui changent. On va avoir de nouvelles interfaces et des nouveaux outils, comme j'en parlais tout à l'heure, le BigQuery, qui n'était pas disponible en version gratuite avec GA3 et qui maintenant est disponible et qui risque de devenir indispensable dès qu'on va vouloir faire des études, des analyses un peu avancées. Alors, le contexte général du travail qu'on a pu faire pour le groupe Bayard, un contexte technique assez costaud, puisqu'on avait de nombreuses plateformes à collecter. Il y avait pas mal de WordPress sur des sites vitrines, mais aussi pas mal de boutiques qui étaient en Magento 1, qui sont passées en Magento 2 pendant le déploiement à GA4, évidemment. Quelques sites Joomla assez anciens, des CMS maison, des sites sous AMP. Il y avait des apps, avec plusieurs apps avec des marquages via Firebase, et puis une app desktop qu'on n'a pas réussi à migrer sur GA4 pour l'instant. Donc, puis je vous passe les problèmes d'iframe, etc. Donc, il y a quand même un contexte technique qui est assez intéressant et qui est assez complexe. Donc, plus une centaine d'apps, c'est même presque 200 domaines et sous-domaines à gérer. Le contexte technique initial, donc on était déjà sur un GA 360, donc GA Premium, un payant, donc avec des dimensions personnalisées qui étaient déjà harmonisées. C'est un travail qu'on avait déjà fait il y a 3 ou 4 ans, et avec un Google Tag Manager qui remplaçait un vieux Tag Commander qui était déjà déployé à grande échelle. Donc ça nous a énormément aidé en fait pour pouvoir lancer GA4 assez rapidement. On a Dynami pour donc la CMP pour bien gérer le RGPD. De nombreux data studios, on va en parler, et puis il y avait des flux data vers un data warehouse sur Amazon. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on a pu faire? Et en même temps, vous aurez évidemment des conseils sur différents points. Donc déjà, la première chose à mettre en œuvre, c'est le tag management. Clairement, en 2021, faire de l'analytics sans tag management, on va pas très loin, sauf si vraiment on a accès directement au code source et que c'est notre site à nous et qu'on en fait ce qu'on en veut, bon, pourquoi pas. Mais si on travaille dans une petite entreprise, un tag management c'est quand même vachement pratique parce que déjà ça va être indispensable pour lancer les tags, les conditionner aux finalités RGPD, clairement. Mais en plus ça va vous permettre de clairement pouvoir lancer les tags beaucoup plus rapidement en fonction du clic sur tel ou tel endroit. Donc l'avantage aussi de passer par mon GTM ou un autre concurrent, peu importe, mais on va pouvoir garder les mêmes déclencheurs. C'est-à-dire qu'on avait des tags GA3, donc en gros sur GTM, chaque événement qu'on va vouloir envoyer sur GA va correspondre à un tag avec un déclencheur. Là, on garde le même déclencheur et on a juste qu'à dupliquer entre guillemets le tag GA3 et le transformer en tag GA4. Donc ça peut être assez rapide si on sait ce qu'on fait. Faut dupliquer, voilà. Et globalement, les paramètres GA3 se traduisent quand même assez logiquement sur les paramètres GA4. Le nommage a légèrement changé, mais globalement, les concepts restent assez identiques sur une partie, en tout cas, de la configuration. De même, on avait déjà GTM à grande échelle. Donc, on avait fait un choix initialement qui est un choix qui peut se discuter, mais qui est facile en termes de management. C'est d'avoir le même conteneur GTM pour tous les sites. Donc, tous les sites du groupe, donc plus d'une centaine de domaines avec le même conteneur. Il y a quelques-uns qui ont fait des petites exceptions pour des histoires de performance, mais ça permet de pouvoir pas se poser de questions. On a un nouveau site à lancer, hop, on met le même GTM. Et ensuite, toute la logique se fait sur le GTM global, donc on va pouvoir dire, tiens, sur ce site-là, je vais lancer tel autre GTM, et après on a une autre logique sur l'autre GTM. Okay. Ce qui permet de pouvoir, sur ce GTM global, on va pouvoir avoir un GA, donc il y avait un GA3, on a pu lancer assez rapidement un GA4 global, c'est-à-dire en quelques minutes,
j'ai pu lancer un GA4 qui allait récolter des millions de hits chaque mois parce qu'il était déclenché sur un autre temps, sur un Lacroix. Donc, il y a quand même des trafics qui ne sont pas négligeables. Ce qu'il faut retenir un peu de ça aussi, c'est je discute souvent avec des gens qui pensent que l'architecture d'un GTM doit correspondre à l'architecture d'un GA, en fait. Non, vous pouvez très bien avoir un GTM qui va envoyer des hits vers plusieurs analytics, et de même, vous pouvez avoir un analytics qui va recevoir des hits depuis plusieurs GTM. On est clairement ici dans un cas comme ça où là, le GTM global, il envoie des hits analytics vers des centaines de propriétés analytics, un peu moins pour GA4, on va le voir. Et puis, et à l'inverse, un même GA va recevoir à la fois des tags depuis le GTM global que des GTM locaux ou des GTM spécifiques pour des iframes ou pour des partenaires, etc. Alors, GA4 à grande échelle, on a hésité. On est parti sur une propriété GA4 par secteur. C'est-à-dire qu'avant, on avait des propriétés GA3. En gros, c'était assez facile. Un GA3 égale un domaine. Assez logique, en fait, dans une optique Universal Analytics. Et pour GA4, on a quand même un avantage. C'est-à-dire que on va... maintenant, on peut filtrer les hits pour les isoler a posteriori, ce qu'on ne pouvait pas faire sur GA3. Sur GA3, si par exemple vous avez quelqu'un qui passe de Gemlir à Poppy, si vous voulez segmenter, je veux segmenter page contient Gemlir, vous allez segmenter les sessions. Donc vous allez aussi bien avoir des pages qui vont venir de Gemlir à des pages qui vont venir de Poppy. Et ça ne va pas pour le responsable de Gemlir, lui avoir que les hits qui correspondent à Gemlir. Alors c'est possible de le faire, mais il faut faire un filtre en amont et créer une vue spécifique Gemlir. Ce qui n'est pas très pratique, et quand on a des dizaines et des dizaines de sites, on peut vite être limité par le nombre de vues possibles dans GA. Donc ce n'était pas le choix qui avait été fait dans Universal Analytics, mais à l'inverse, ça pose le problème que si on veut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un passe de Gemlir à Poppy, et idéalement quand il va à la boutique après, c'est ça qui est intéressant, de se dire est-ce qu'il a converti, est-ce que l'article que j'ai écrit sur gemlir.com a un impact sur ma conversion qui se trouve après sur la boutique et un autre domaine. Donc ça, c'était des réponses qui étaient plus difficiles à avoir avec Universal Analytics où on est sur chaque domaine différent. Donc on a pris le choix en fait de regrouper par secteur. Et donc au lieu d'avoir des centaines de propriétés GA, d'en avoir je sais pas, une vingtaine, 25, un truc comme ça, Alexis, on va regrouper par secteur, donc avec jusqu'à 25, 30 domaines en fait sur un même GA4. Alors le problème de tout ça, alors ça permet de pouvoir visualiser le parcours entre deux domaines, donc ça c'est super. Mais par contre, va falloir apprendre la manipulation aussi, en tout cas actuellement, quand on veut manipuler spécifiquement, pour chaque analyse, en fait, on va dire, là, je vais pouvoir filtrer pour avoir que du gemlir.com. Okay, ça se fait a posteriori, donc ça marche bien, mais ça demande une petite manipulation, autant plus qu'actuellement, on ne peut pas sauvegarder les comparaisons, etc. Donc c'est un petit peu compliqué, mais normalement, il devrait y avoir bientôt une meilleure gestion des droits qui permettra de pouvoir dire, toi, tu peux prendre ces propriétés-là et tu vas pouvoir avoir uniquement tel filtre en fait de données. Un autre point extrêmement important quand on veut déployer à grande échelle, c'est le point de marquage. Donc Nicolas en a parlé juste avant la pause. Donc je confirme que c'est très important. Donc sur GA3, on avait en gros le triptyque catégorie, action, libellé. Donc libellé et valeur étaient optionnels, catégorie, action quasiment obligatoire. Et sur GA4, c'est pas du tout comme ça. Donc, je parle bien des événements. On va avoir un nom d'événement, donc vraiment un hommage avec un seul nom. On peut en avoir maximum 500 différents. Donc pas de je vais mettre en nom d'événement mon fichier PDF et j'en ai 10 000. Ça ne marchera pas. Voilà, donc mauvaise idée, donc il faut prévoir un petit peu en amont. De toute façon, en tous les cas, vous êtes limité à 40 caractères. Donc les noms d'événements qui sont trop longs, c'est pas cool, d'autant plus qu'en plus dans l'interface, encore plus, on les voit encore moins bien, ça coupe au bout d'une vingtaine de caractères. Donc un bon exemple, ça va être un clic contact par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut ajouter des paramètres. Donc des paramètres qu'on va après transformer en dimensions personnalisées dans l'interface, mais qu'on appelle paramètres quand on fait de la collecte. Et là, la même chose, paramètres, c'est 40 caractères pour le nommage, et 100 caractères de valeur. Donc c'est quand même plus sympa. C'est-à-dire qu'avant, on avait en gros trois dimensions que vous pouvez utiliser, catégorie, action et libellé. Valeur, c'est une statistique, c'est un petit peu différent. Alors que maintenant, on peut en avoir jusqu'à 26. Quoi. En gros, on a le nom et après, on a 25 à pouvoir collecter avec.
Donc ça, c'est plutôt intéressant, mais il faut par contre bien le gérer et bien penser son plan. Alors, il y a des nommages recommandés. Donc, c'est intéressant parce que Google nous dit, tiens, voici des nommages que vous pouvez utiliser. Donc, c'est un petit exemple sur sign up, donc en l'inscription, et avec une méthode, enfin un paramètre recommandé qui s'appelle méthode. Ok, c'est ce qu'on a utilisé sur ToBuyer. Donc, dès qu'il y avait un système d'inscription, hop, on met sign up. Là où avant, on avait une action d'événement qui peut être inscription de newsletter, d'autres inscriptions lors de l'achat, ou inscription à un jeu concours par exemple. Maintenant, dès qu'il y a en gros un embasement en base en CRM, on va appeler sign up et après on va préciser la méthode et éventuellement, je sais pas, la location ou le partenaire qui a géré le sign up, etc. Donc, des choses qui sont intéressantes, ça demande à réfléchir en fait différemment son approche. On a aussi créé des événements que j'appelle les événements passe-partout. En fait, donc comme un événement qu'on a appelé InPageClick, pour éviter de se retrouver avec plein d'événements très spécifiques. En gros, cet événement-là va regrouper plein d'actions qu'on peut faire sur une page, qui sont intéressantes à mesurer, mais qu'on ne va pas forcément utiliser en conversion, qui sont là pour, si on veut faire une analyse UX, mais qui ne sont pas forcément centraux dans l'analyse. Et par contre, on va lui ajouter un ensemble de paramètres, comme click action, pour dire, bah, tiens, il a cliqué sur tel bouton, click location, pour dire le bouton était dans le header, click target ID, donc savoir si l'ID de l'article, par exemple, dans lequel on a cliqué, ou l'ID du produit, et deux paramètres que j'ai mis en gras, parce que c'est des nommages qui sont recommandés, enfin même imposés par Google, qui sont link URL et link classes. Donc on peut très bien indiquer l'URL vers lequel on a cliqué, et puis la classe du bouton. Et on peut très bien en imaginer d'autres. Donc vous voyez, par rapport à avant, on était sur trois chaînes de caractères, c'est quand même un peu plus flexible. Par contre, il faut évidemment repenser son approche. Pour une approche event first. Alors, après, on a des choix qui ne sont pas toujours simples. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois appeler clic menu, menu clic, ou juste menu, ou juste clic et après une action menu? C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, je suis plus pour menu clic ou clic menu, ça dépend des clients. Donc, il faut qu'on se mette d'accord entre web analystes, entre agences, tout ça, pour savoir un petit peu harmoniser. Mais pour l'instant, Google ne nous a pas forcément donné de recommandations par rapport à ça. Et c'est toujours un peu problématique comme question. Alors, les événements, donc, on peut avoir des nouvelles possibilités. Donc, comme je le disais, on peut avoir beaucoup plus de paramètres. Quelque chose que je vous recommande fortement, alors on pouvait déjà le faire avec GA3, mais je trouve que c'est plus simple d'accès et plus logique dans l'infrastructure, d'enregistrer des paramètres pour chaque formulaire. Donc, si vous avez un formulaire de contact, un formulaire de demande de devis, donc vous avez demandé le nom, prénom, et puis souvent vous avez demandé aussi la ville ou la raison du contact ou d'autres informations comme ça, ou est-ce qu'il veut s'inscrire à un newsletter. Toutes ces informations-là, c'est des éléments qu'on peut récupérer en JavaScript techniquement, et quand on va cliquer sur le bouton valider, on peut les récupérer et donc se dire bon, je vais enregistrer un événement sur ce bouton valider qui correspond souvent quand même à la validation effective du formulaire, et je vais enregistrer comme paramètre la ville, le newsletter, la raison de l'appel, tous ces éléments-là. Quand en plus on est limité à 25, ça laisse quand même de la place, on va les enregistrer. D'accord? Et après, ce qu'il faut, c'est une fois qu'on les enregistre, donc dans son TMS, son GTM favori, une fois qu'on les a mis en paramètres, il faut aller dans l'interface, les créer en dimension personnalisée. Et je vous recommande vivement de les ajouter en dimension personnalisée assez tôt dans la vie de votre compte Analytics, puisque ce n'est pas rétroactif, en tout cas dans l'interface utilisateur. Par contre, c'est collecté dans BigQuery. C'est pour ça que j'insiste un petit peu sur BigQuery. C'est-à-dire que tous les événements, peu importe ce que vous envoyez, si vous avez activé l'export vers BigQuery, vous pourrez toujours les voir. Donc ça, c'est cool. Ça vous permet vraiment de savoir quelle donnée a été vraiment collectée à un moment T. Et moi, en tant que spécialiste de la collecte, c'est kiffant. Alors, en termes de résultats, pour BuyerPress, donc, on s'est retrouvé avec 108 noms d'événements qui correspondent à des noms d'événements qu'on espère
à la fois précis et générique. Donc l'idée, c'est pas dès que j'ai une nouvelle fonctionnalité, je vais recréer un nouveau nom d'événement. Sinon, on va vite se retrouver à plus de 500 événements et ça va pas être super. Il y en a 39 qui étaient un nommage conseillé ou imposé par Google. Bon, certains qu'on n'a pas du tout utilisé, comme je sais pas, Level Up ou pour les jeux, etc. Et sur ces 108 avec les 108 événements, on a 133 paramètres, dont là aussi 71 qui ont été recommandés ou imposés par Google. Donc ça fait un ensemble, en gros, sur une sorte de bibliothèque de nommage. On peut aller se dire, eh ben, tiens, moi je veux telle interaction, ça va correspondre à tel événement avec tel paramètre. D'accord? Et tout ça, on récapitule ça évidemment dans un plan de marquage documenté. Et ça fait qu'on a configuré à peu près 200 événements qu'on a configurés sur GTM. Ça a demandé entre le début du projet et maintenant on arrive à la fin, en tout cas au niveau de la collecte, ça a demandé à peu près 6 mois. Surtout pour se mettre d'accord, etc. Mais après, ça a été assez rapide en fait en termes de marquage. User ID et GA4. Ah oui, le User ID. Je sais pas si est-ce que vous utilisez, s'il y en a qui utilisent les vues User ID sur GA3? Pas beaucoup, un petit peu. Ok. Ça vous permet en fait quand les utilisateurs sont logués sur votre site et qu'ils sont logués à la fois, ils sont logués à la fois sur, par exemple, le mobile et sur desktop, de pouvoir les dédoublonner. Donc ça vous fait une vue dédoublonnée. Le problème dans GA3, c'est que cette vue dédoublonnée ne prend en compte que justement les utilisateurs logués et pas les utilisateurs non logués. Or, on aimerait bien pouvoir faire le cumul entre je veux à la fois mes non logués et mes logués dédoublonnés, d'avoir un peu le meilleur des deux mondes. Sur GA4, c'est possible, et c'est d'autant plus possible que voilà, qu'on va, donc une vue à part dans GA3, GA4 c'est sur la propriété principale, de toute façon il n'y a pas de vue dans GA4, et on va pouvoir facilement désactiver cette visualisation si on a envie de faire retourner sur une visualisation par cookie et non plus par ID CRM, par user ID. C'est très facile, c'est rétroactif, c'est juste un mode de calcul dans l'interface. Ça m'est arrivé de le faire pour un client où je sais pas, le user ID ne marchait pas. Enfin, il y avait un problème de collecte et ça me cassait mes entonnoirs. Bah, je suis repassé en mode device only et là, nickel. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau des tendances, alors ça c'est plus de manière générale, hein, c'est pas pour Bayard, mais je vous conseille, c'est la tendance qu'on voit en ce moment, dès qu'il y a un email qui est demandé, de l'enregistrer en base. Alors attention, on n'a pas le droit d'envoyer des données personnelles chez Google Analytics, hein, clairement. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est de le crypter, donc avec une clé de hachage, idéalement en SHA-256, voire supérieur, pas en MD5 qui n'est pas assez costaud. Donc ça va vous permettre de dédupliquer au maximum. Comme ça, si quelqu'un, je sais pas, s'inscrit à un newsletter en janvier et qui revient en mars et qui va acheter, en fait, avec évidemment un device différent, bah là vous allez pouvoir refusionner en fait. Donc ça c'est pas mal. Évidemment, toujours bien vérifier que vous avez le droit de faire ça avec votre DPO et de renseigner la finalité de traitement, etc., etc. Mais globalement, c'est quand même une tendance de fond qui permet de pouvoir contourner un certain blocage de cookies aussi. Alors, ce qu'on a réalisé chez Bayard et ce qui reste encore à réaliser. Donc, ce qu'on a réalisé, c'était déjà de lancer un GA4 très rapidement. Donc, ça, c'était plutôt cool. On a harmonisé les événements, les dimensions perso, aussi bien en app qu'en web. Après, on a configuré sur GA4 les dimensions perso et les conversions. Et après, toute la configuration sur GTM, les événements, etc. Ainsi que pour les apps. Alors, pour les apps, un peu plus compliqué. Là, on a dû demander des changements aux développeurs, hein, clairement. Et après, toute la configuration technique avancée, avec l'exclusion des sites référents, le cross-domain, certains nettoyages d'URL, parce que malheureusement, dans GA4, pour l'instant en tout cas, tous les paramètres, y compris les paramètres de tracking, sont enregistrés dans l'URL. Et donc, on n'a pas des URL très propres. C'est très, très désagréable. Et donc, on peut en partie, en tout cas, corriger ça en JavaScript lors de la collecte. L'intégration du user ID, puis l'exclusion des adresses IP aussi, qui est arrivée en cours de projet. Qui est intéressant et qui est beaucoup mieux fait sur GA4 que sur GA3 pour le coup. Sur ce qui reste à faire, quand même sur la fin 2021 et 2022, ça va être le gros challenge, c'est la formation des équipes pour les motiver à aller voir ce qui se passe. Et le encore plus gros challenge, c'est les migrer les data studios. Donc il y a déjà les répertoriés. Il y a des dizaines de data studios pour un peu chaque équipe marketing, chaque équipe com, etc., pour aller vérifier plein de choses. Et actuellement, le réflexe, c'est d'aller sur des data studios GA3 et pas des data studios GA4. Donc ça va demander du boulot parce qu'il va falloir non seulement tout modifier, mais modifier aussi
la logique même, hein, s'il y a des choses qui sont basées sur les taux de rebond, et on va le voir, hein, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, tous les flux API aussi. Évidemment, dès qu'on utilise l'API GA3, il va falloir migrer sur GA4 avec d'autres données. La migration des objectifs Google Ads, ça c'est plutôt facile. Et après, il va falloir aussi adapter lors des nouvelles évolutions. Des choses qui ne sont pas encore là, et dès que ça va arriver, eh ben, on va pouvoir les utiliser. Alors, point de vigilance, bah, comme je le disais, il y a encore des choses encore absentes. Alors là, on n'a pas beaucoup parlé de SEO, on ne va pas beaucoup en parler directement, parce que globalement, déjà sur GA4, la documentation sur les sources de trafic, elle est quand même extrêmement... il n'y a pas grand-chose. Voilà, on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe. Il y a une nouvelle interface qui est sortie il y a un mois ou deux, peut-être maintenant, sur l'attribution, qui est pas trop mal, qui est plutôt bien fichue, mais qui n'est pas encore ultra documentée. Donc, on a manque un peu de recul sur comment on va pouvoir vraiment bien gérer des campagnes avec GA4. Donc, pour l'instant, clairement, toutes ces campagnes ads, je conseille de les continuer à les gérer à partir de GA3 ou à partir de Google Ads, mais plutôt d'organiser ça dans GA3 et de se concentrer sur GA4, plutôt sur l'interaction utilisateur. Il y a des choses, si vous êtes en AMP, bon, par exemple la croix, je sais plus, il y a une grande partie quand même du trafic qui vient de Google News et qui a du trafic sous AMP, bah, ils font un peu la tête. Ils disent, bah oui, GA4 c'est gentil, mais bon, je vais pas couper 20% de mon trafic, bah, donc c'est mort. Donc ils veulent pas. Enfin, ils ont le truc, mais ils n'ont pas envie de le regarder. Ils attendent que AMP soit sorti. Peut-être que AMP va peut-être mourir avant que GA4 soit adapté à AMP, c'est bien possible. Donc voilà, pour l'instant, on est un petit peu dans le flou. Tout ce qui était dimension de portée produit. Alors, nous, en e-commerce, on l'utilise quand même beaucoup pour tout ce qui est taille de produit, disponibilité du produit, etc. Donc, ce sont des informations qu'on va rajouter au produit, qui est ajouté au panier ou qui est acheté. Ce n'est pas encore disponible dans GA4. Ils font que de repousser la deadline. Donc, on espère avoir ça début 2022. Mais pour l'instant, on n'a pas de news. Et puis, il y a certaines données dans l'API. Il y a quand même un truc assez extraordinaire. Quand on utilise le connecteur Data Studio avec GA4, il n'y a pas les produits. Donc tu dis, bah attends, moi, je voudrais faire un reporting e-commerce. Bon, GA4, c'est pas non plus un truc super exigeant, quoi. Bah non, c'est mort. Si tu veux faire un reporting produit sur GA4 avec Data Studio, ben, tu es obligé de passer par BigQuery. Alors moi, ça va parce que je sais bien faire du SQL, mais pour beaucoup de gens, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Il y a des éléments qui disparaissent aussi. Alors ça c'est gênant pour les gens qui sortent d'école, qui ont appris le taux de rebond. C'est super le taux de rebond, hein, voilà, blablabla. Il faut piloter ses campagnes avec le taux de rebond, blablabli. Bah oui, mais maintenant ça va disparaître avec GA. Oups, avec GA4, il n'y a plus de taux de rebond. C'est remplacé par un taux d'engagement qui est calculé de manière différente. Tout ce qui était taux de conversion par objectif, qui était basé sur des sessions, ça disparaît aussi, parce que maintenant on va plutôt passer par utilisateur. Tout ce qui est vue unique, qui est basé sur des sessions, ça disparaît aussi. On passe toujours avec centré utilisateur. Les groupes de contenu, c'est clairement explicité dans l'aide que ça va disparaître aussi. C'est remplacé par en gros des événements. Et il y a certains éléments qu'on avait l'habitude d'avoir facilement, comme les pages de destination, donc la page d'entrée. Quand même, c'est pas un truc super compliqué à demander, que je veux savoir par quelle page les gens entrent. Eh bien non. Faut utiliser l'explorateur ou faire. Enfin, il y a des choses un peu complexes à avoir pour l'avoir facilement. On peut aussi activer des dimensions personnalisées, mais sur des choses comme UTM terme qui va représenter donc, le mot-clé dans l'UTM. Et bien, par défaut, on ne va pas avoir de rapport sur ça. Et si tu ne l'as pas activé en dimension personnalisée dans GA4, et ben, tant pis, tu ne pourras pas faire ton rapport. Ou alors, il faudra que tu utilises BigQuery encore une fois. Il y a quand même des points bienvenus, heureusement. Hein. Plus besoin d'index pour la dimension. Tous ceux qui ont créé des dimensions personnalisées sur Google Analytics savent qu'il faut d'abord créer la dimension sur Google Analytics. Ah, bah, tiens, c'est l'index 5. Alors après, je vais reporter dans mon outil de TMS 5 égale telle chose, etc. Il y a une bien plus grande facilité pour créer des conversions. Avant, il fallait dire bah, mon objectif, ça correspond à telle expression régulière ou tel truc, etc. Puis tel entonnoir. C'était un truc qui datait de 2005. Hein, c'était vraiment une horreur. Maintenant, c'est un seul clic. On dit cet événement-là, ça, c'est ma conversion. Inscription newsletter, conversion. Sign up, conversion. Hop. Les conversions, en 5 minutes, c'est fait. Les ventes noires, vraiment super sur GA4. Bon, ça demande un petit peu de manipulation, mais clairement, ça fait des rapports au top. Les modèles de données pour BigQuery, alors, c'était déjà disponible pour la version premium. Maintenant, c'est gratuit pour tout le monde. Enfin, gratuit, il faut juste payer BigQuery, mais BigQuery, c'est quand même assez peu cher. Et le modèle de données est quand même un peu plus accessible, en tout cas un peu plus simple à comprendre.
Des frustrations. Oui, j'ai pas dit, c'est une grosse mauvaise nouvelle. Normalement, les données sont sauvegardées pendant 14 mois. J'ai pas encore vu de données effacées, mais en tout cas, c'est voilà. Au bout de 14 mois, ça va être plus compliqué de faire des comparaisons. Sauf, encore une fois, si vous utilisez BigQuery, comme c'est un export de données brutes, c'est un export chez vous en fait. BigQuery, ça vous appartient en fait, c'est des données qui vous appartiennent. Donc, ça va vous permettre de pouvoir dépasser ça. Donc, je pense qu'ils font ça pour pousser vers la version premium, ou la version premium, là pour le coup, on pourra aller jusqu'à 5 ans, 10 ans, enfin, je ne sais plus trop, mais voilà. Donc, la version premium devrait être moins chère, mais la version gratuite va être euh, un peu plus limitée. Il va falloir jongler quand même pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, entre deux outils. Donc, ça, c'est quand même vraiment frustrant. Et puis, difficile de comparer, hein, comme les sessions, les utilisateurs sont calculés différemment. Bah, on peut toujours faire des calculs, mais c'est pas super. Les pages vues, c'est un peu plus logique, mais bon, c'est pas non plus. Il y a des trucs un petit peu différents au niveau de la collecte de données. Il y a des outils dont vraiment il y a des parties qui sont pas encore au point, où il y a clairement des bugs. Voilà. Il va falloir former toutes les équipes, et puis la vision vraiment experte va se faire uniquement par BigQuery. Mais après, pour le coup, l'avantage de passer par BigQuery, c'est que vous supprimez toutes les contraintes qu'on peut avoir de segments, de limitation à 3 mois, des segments utilisateurs, tout ça. Là, vous n'avez plus de problème, vous faites ce que vous voulez, vous faites les jointures que vous voulez avec les outils externes et tout. Ça change complètement le mode de vision qu'on peut avoir de l'analytics. Il va falloir qu'on maîtrise un petit peu. En conclusion, trois éléments. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vous conseille de déployer un double marquage à Zap assez rapidement. Donc, juste déjà au moins une page vue. Après, si vous avez des événements, franchement, vous les dupliquez, vous mettez un nommage. Alors, vous essayez de penser votre nommage avec les critères que je vous ai dit, mais c'est quand même bien d'essayer au moins pour pouvoir commencer à avoir une interface et d'avoir des premières données. Configurer les dimensions personnalisées dans l'interface à Zap. Même si vous n'avez pas configuré dans GA4, il y a des paramètres qui vont s'enregistrer automatiquement. Je pense à Page Location, UTM Term aussi, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, il y en a plusieurs qui sont assez intéressants et je vous conseille de les activer. C'est assez facile. C'est facile à faire, ça se fait en quelques clics. Il y a un truc d'autocomplétion dans la configuration et les dimensions. C'est beaucoup plus simple qu'avec GA3, mais il faut le faire. Et puis profitez-en pour revoir les fondamentaux. Je veux dire, on est à un moment, et Aristide et Vincent vont clairement nous en parler juste là, un moment où ça bouge beaucoup dans le monde de l'analytics. Donc allez voir ce qui se passe au niveau tag management, éventuellement au niveau tag management server-side. Nicolas l'a évoqué tout à l'heure. Évidemment au niveau du RGPD, ça vérifier que tout se passe bien au niveau de vos tags. C'est peut-être le moment de se concentrer aussi sur le user ID, donc de placer l'ID CRM, de l'envoyer correctement dans GA, de voir ce que vous faites aussi au niveau de la data vise, donc au niveau de vos reporting, hein, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est utilisé, la documentation, votre flux de données, enfin voilà, il y a quand même des questions qui se posent et vous avez tout intérêt à aller voir tout ça. Et ben voilà, je vais passer. Je ne sais pas du tout si je suis à l'heure ou en avance ou autre, mais voilà. Alors, c'est une donnée qui disparaît dans GA4. Ouais. Ah, oui, exact. La page de destination disparaît. Oui, tout à fait. Alors, ça disparaît. Alors, je m'attendais à autre chose. Je m'attendais au taux de rebond. Mais la page de destination, en effet, tu l'as plus directement comme dimension facilement accessible. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est bien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Donc ce sera peut-être pour la conférence d'après, mais en quoi finalement GA4 nous aide dans la disparition des cookies? GA4. Bah, pas tant que ça, en fait, puisque GA4 se base aussi sur des cookies, d'ailleurs, se base sur le même cookie que GA3, et globalement, les cookies, c'est les cookies tierces qui vont disparaître. Hein. Les cookies first party ne vont pas disparaître. D'autant plus, c'est plutôt ça, GTM qui, pour le coup, peut aider, en fait, pour les cookies. Plutôt. Oui, on pourra l'évoquer. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres retours d'expérience? On me dit, ah, moi j'ai fait ça avec GA4, j'ai trouvé ça cool. Ou j'ai trouvé ça pas cool. Oui.
Ouais, c'était juste pour savoir, est-ce que toi, tu recommandes GA4 à tes clients? Oui, oui, oui. Je crois que tous nos clients, sauf les tout petits clients sur lesquels on a très peu de contrats, sont tous au moins en double marquage. Et on commence à avoir des clients qui regardent en priorité GA4, notamment un gros client dans le domaine du sport qui est une application qui tourne bien et du web. Donc le côté de pouvoir voir sur le même site à la fois de l'app et du web, bah ça, ils attendaient ça depuis longtemps, donc clairement, ils sont GA4 prioritaires maintenant. Ah oui, non, mais je recommande parce que pour les entonnoirs, notamment, c'est cool. Tu veux passer le micro Alors, vous disiez que vous recommandiez de faire un double marquage, Hmm. genre sur GA3 et GA4, même si ce n'est qu'un marquage en page views. Mais à quoi sert vraiment un marquage en page views si ce n'est qu'à avoir les mêmes données que sur GA3 par exemple? Alors, si tu mets juste une page view, ton marquage il va être Ça ne sert pas à grand pas chose. très utile, on est d'accord. Mais par contre, juste la page view, enfin, juste GA4, c'est pas que la page view. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais si vous activez ce qu'on appelle le NS Measurement, vous allez aussi avoir automatiquement le scroll à 90% qui va être traqué, la recherche interne, le clic sur les liens externes, le clic sur les téléchargements de PDF. Et je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc c'est pas mal. On a déjà des événements en fait comme file download et tout qui arrivent sans qu'on ait besoin de rien faire. D'où les paramètres qu'il faut activer. Ouais. Encore une petite question. Tout à l'heure, vous avez parlé de GTM. Et est-ce que finalement, c'est possible de lancer un GTM dans un GTM? Oui, C'est ce que vous c'est ce expliquiez qu'on fait. tout à l'heure? Ah C'est ouais. ce qu'on fait. Alors, on aurait pu le faire avec une zone, parce qu'ils étaient en GTM 360, en fait. Donc C'est oui. aussi pour la conférence d'après? Voilà. Après, c'est bien pour le management, je trouve. Par contre, ça pose quand même potentiellement des problèmes de perf, en fait. Donc, si dans votre deuxième ou troisième GTM, vous avez un élément qui va changer le DOM, hein, je sais pas, un bordereau RGPD ou un truc comme ça, en termes de cumulative layout shift, donc le fameux Web Core Vitals, c'est quand même pas au top. Donc, on le fait parfois, c'est pas forcément toujours. Il faudrait qu'on repense certains trucs par rapport à ça. Attends. Oui, attends, Euh, Juste pour le double marquage, est-ce qu'on peut imaginer un marquage vers GTM et GTM après se débrouille pour envoyer un GA3 et un GA4 avec un data layer peut-être un peu plus à plat et c'est le. tu veux dire, en gros, tu fais bien ton data layer et après c'est GTM qui fait tout, c'est ça? Oui, alors déjà l'e-commerce fait en partie ça. Tu peux avoir si tu as ton data layer e-commerce, je dirais recommandé par Google, tu n'as plus qu'à cocher une case et ça sera automatiquement enregistré sur GA3 et sur GA4, si je ne dis pas de bêtises. Après, ce qui se fait souvent, c'est, j'aime pas trop ça, hein, c'est d'avoir dans le data layer, par exemple, tu fais bah, event GA, tu vois, en nom d'événement, et après ta catégorie action et libellé directement dans ton data layer, et tu as juste un catch all en fait qui va tout attraper dans GTM pour dire bah, si c'est event GA, dans ces cas-là, je vois ma catégorie, mon action et mon libellé. Je m'est déjà arrivé de le faire, je reprends des marquages des concurrents qui le font beaucoup. Bah, moi, ça me pose problème. Bah, ne serait-ce que parce que ben, lors du passage à GA3 vers GA4, le fait d'avoir un petit peu intégré dans le data layer, qui est une couche abstraite, hein, le data layer, c'est pas une couche pour GA, c'est une couche pour le marquage dans son ensemble, d'avoir intégré la notion de catégorie d'action et libellé qui est extrêmement liée en fait à GA4, force après quand tu vas taguer vers du Facebook ou du GA4, ça force à tout refaire. Donc, d'envoyer un flux vers GTM et après GTM se débrouille, pour moi, c'est pas vraiment ça le concept. C'est plutôt d'envoyer un flux d'informations et après, tu organises ton information et tu vas l'envoyer vers tes différents points de collecte, donc vers GA4, mais aussi Facebook, Pixel, qui est aussi intéressant à avoir un marquage plutôt intéressant, évidemment, les tags partenaires et autres. Est-ce que ça répond à ta question? Ouais, cool. Ouais, tu peux passer. Attends. Merci. Vous avez dit que les données sont sauvegardées pendant 14 mois au maximum, sauf BigQuery. Oui. Il te propose quoi en plus? En fait, c'est quelle BigQuery? période? Oui.
BigQuery, ça va. C'est un data warehouse, donc c'est un entrepôt de données. Donc tu peux, s'il y a un flux de données de GA4 vers l'entrepôt, et donc après c'est chez toi. En fait, ce que Google n'a pas le droit de passer tes données dans BigQuery, heureusement. Donc forcément, tu peux les sauvegarder autant de temps que la loi et ton Data Protection Officer te le permet. En fait, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Par contre, le problème, c'est que tu as les données brutes. Hein. C'est juste une ligne égale, il y a un ID d'utilisateur qui a fait tel événement, et voici ses paramètres d'événement, et puis quelques métriques en plus. Et après, il faut que tu aies toute la logique de recalculer le nom d'utilisateur, de réagréger les choses. C'est à toi de te faire du SQL avec des gros bails, etc. Moi, j'adore. Parce que ça me permet de pouvoir vraiment savoir ce qui se passe. Mais par contre, pour le marketeur tout venant, ça demande un peu plus d'effort, quoi. Voilà. Merci. Mais les 14 mois, pour l'instant, je ne les ai pas encore vus vraiment réalisés. Hein. J'ai des A+ web, pour le coup, qui datent de plus de 14 mois, et pour l'instant, j'ai encore à donner. Donc, on va voir.